Tremblement de terre et le crépuscule d'une légende ce soir. Roger Federer a pris une leçon de tennis à Wimbledon dans son jardin et le compteur devrait s'arrêter à 20 grands chelems très certainement. On va revenir en détail sur son match, on va revenir aussi sur Novak Djokovic qui a encore des axes de progression et oui, tout ça c'est le programme de votre nouveau digest de Wimbledon. Installez-vous confortablement, mettez-vous une petite cup of tea en backup et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec la première info, alors on va aller vite là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce numéro et surtout dans le côté réseau, vous allez voir. Donc Naomi Osaka nous sort un docu-série sur Netflix en 3 parties, ce sera disponible à partir du 16 juillet sur la plateforme américaine. Alors j'accueille ce documentaire avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises sur la chaîne, un petit peu frustré qu'il n'y ait pas assez de contenu comme ça autour du tennis. Alors le seul petit bémol je dirais c'est que ça va être un documentaire je pense très hagiographique qui va vraiment nous dire que Naomi Osaka c'est fantastique, c'est une grande championne, c'est une championne multiculturelle qui réunit tous les clivages, qui dépasse tous les clivages, qui est absolument exceptionnelle pour le tennis, pour le monde entier. J'ai peur qu'on ait un truc un petit peu dans la veine de The Last Dance, on verra, on laissera sa chance au produit évidemment, on en reparlera sur la chaîne très vite, mais l'actualité est brûlante aujourd'hui donc on enchaîne avec la prochaine news. La deuxième info c'est un chiffre sorti encore une fois par Constance, qu'on salue, je sais que tu regardes ces vidéos, je sais Matt donc il nous dit ils ont infligé un 6-0 à Roger Federer depuis le début des années 2000, deux personnes tout simplement, Rafael Nadal et Hubert Hurkacz ce soir. Mais le vrai sujet de ce côté réseau ça va être un coup de gueule vis-à-vis des médias, un coup de gueule vis-à-vis aussi du traitement réservé à Novak Djokovic et ce qui s'est passé aussi sur le match entre Roger Federer et Hubert Hurkacz, je pense que ça fait écho, c'est un miroir réfléchissant de la situation actuelle, du désamour lié à la carrière de Novak Djokovic. Alors un premier exemple pour étayer ce propos, c'est un journaliste qui demande en conférence de presse, la première question qu'on lui pose c'est qu'est-ce que ça fait d'être un peu le méchant qui court après Roger et Rafa toutes ces années, et Novak qui répond je ne me considère pas comme un méchant, je veux dire c'est ton avis. Est-ce que vous imaginez un seul instant un autre joueur que Novak Djokovic avoir à répondre à ce type de questions? Est-ce que vous l'imaginez simplement un instant? Même si attention, Ben Rothenberg nous explique que c'est pas un journaliste qui a posé la question, c'est un producteur de télé, mais les questions elles sont avalisées par le modérateur, donc on peut pas non plus poser des questions comme ça n'importe comment à des joueurs. On rappelle Novak Djokovic qui est en course pour faire le grand chelem calendaire. Donc je trouve ce genre de questions navrantes qui reflètent une espèce de narration, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, et puis quelque chose d'autre aussi qui m'a beaucoup marqué ce soir, c'est l'attitude du public britannique vis-à-vis de Hubert Hurkacz et qui supportait vraiment d'une manière complètement immodérée Roger Federer, qui applaudissait les doubles fautes, qui criait sur les fautes directes d'Hubert également. Est-ce que c'est vraiment une attitude fair play? Est-ce que c'est une attitude qui montre un public qui est connaisseur? Je vous pose la question. Est-ce que le center court ne serait pas en fait rempli de gros tennics qui sont là pour se mettre des verres de Pim's, picoler comme ça, se torcher la gueule l'après-midi et puis supporter comme des gros tennics, des gros fans de tennis qui sont là juste 2 fois dans l'année, Roger Federer? Une attitude qui m'a profondément choqué, et je vous pose aussi une question importante. Est-ce que vous pensez pas que ce genre d'attitude a créé le monstre Novak Djokovic actuellement? Novak qui s'est créé une carapace, qui a battu 3 fois sur 3 en finale Roger Federer, on se souvient de la dernière finale en 2019 où Novak avait battu Roger mais aussi tout le public qui était acquis à la cause du Suisse et notamment dans le 5e set, et je pense vraiment que c'est ce genre d'attitude, c'est ce genre d'hystérie qui a façonné, qui a contribué à créer le monstre complètement imbattable qu'est Novak Djokovic maintenant, parce qu'il s'est construit par rapport à ça, il s'est construit par rapport à cette défiance. Là c'était encore un exemple frappant de ce supporterisme à outrance, mais pas fair play en fait. On peut supporter un joueur d'une manière hystérique, mais il faut rester dans le cadre du fair play, dans la ligne du code de conduite. Et là, ça l'a clairement encore une fois dépassé. Et le plus drôle là-dedans, je trouve, c'est que ce sont ces personnes, justement, qui ont créé le monstre Novak Djokovic, qui ont créé le champion Novak Djokovic, avec leur attitude, avec leur façon exacerbée de supporter Roger Federer, quoi qu'il arrive, même si c'est une faute adverse, on va supporter Roger Federer, on va pousser des cris. On l'a vu d'ailleurs, un petit cri je crois que c'est de ces personnes pendant le tie-break du 2e set. Alors ok, c'est normal, Novak Djokovic ne mérite pas forcément l'amour de tous, il a parfois un comportement clivant, c'est sûr, mais c'est aussi ce genre de comportement, sachez-le, qui font de ce joueur un champion qui va très certainement maintenant dépasser Roger Federer au nombre de grands chelems, et c'est en partie justement à cause de vous. Novak Djokovic, justement, on va attaquer par le joueur serbe dans ce coin tactique. On va commencer par son match contre Fucsovic. Alors il y a eu des éléments très intéressants à commenter. On va commencer par la première palette et un début de match qui était très prometteur, qui laissait envisager une démonstration. Alors, dans un premier temps, ce que Novak Djokovic a parfaitement réussi à réaliser, il a mené 5-0, attention, 5-0, 15-40. Il a eu 2 balles de 7, et puis tout d'un coup, ça s'est affaissé. Il a perdu un petit peu
en énergie, il a perdu un petit peu en précision, mais d'abord dans un premier temps, ce qu'il a bien réalisé, c'est casser le rythme, ne pas proposer la même balle à Marton Fucsovics. On sait que le joueur hongrois est très bon dans la cadence. Ici donc on voit Novak Djokovic qui va proposer un superbe slice, un coup qu'il maîtrise très bien Novak, pour pouvoir raser comme ça le filet et proposer une balle difficile où en plus vous devez souvent avancer. Et ça d'ailleurs c'est une tactique très pertinente, utilisée par Novak très souvent, mais pas assez utilisée par d'autres joueurs. Roger Federer l'utilise aussi beaucoup, c'est faire avancer l'adversaire. Et une fois qu'il a frappé un coup difficile, un coup très bas, vous allez le clouer dans le côté ouvert en 2 temps. Ça peut être très pertinent plutôt que de déplacer de droite à gauche votre adversaire. Donc Novak Djokovic dans un premier temps très solide, très en contrôle tout simplement de la rencontre. Et puis il y a eu la deuxième phase de la rencontre, et notamment dans le deuxième set où ça a été beaucoup plus difficile pour Novak. Ici on le voit complètement désarticulé, saccager un coup droit dans le milieu du filet. Alors au total 23 coups gagnants, 20 fautes directes, c'est une balance qui représente je trouve à merveille le fait que Novak Djokovic n'a pas assez tenté de coups définitifs dans cette partie. On l'a senti un medley barbelé dans le deuxième set, attendre la faute de Fucsovics, attendre que le Hongrois baisse en régime, ce qui est arrivé nécessairement à la fin du set. On le connaît de toute façon, Novak il est capable comme ça de tenir, et quand il a décidé qu'il allait remporter le point, il le remportait, il faisait plus de fautes. Ça c'est clairement une de ses plus grandes forces, il l'a encore utilisé aujourd'hui, mais j'ai pas senti vraiment un Novak très souverain sur l'ensemble de la partie, à part comme je vous disais dans le premier set, dans une partie du premier set jusqu'à ces 2 balles de set. Mais voilà, Novak je pense qu'il va pouvoir continuer à monter en gamme, monter en régime, ce sera Shapovalov au prochain tour. Et donc il y a ça, mais il y a aussi un autre point qui a posé problème dans la prochaine palette. Le plus gros problème de ce match, alors attention, il a remporté son match en 3-7, je suis en train de vous dire en gros que Novak Djokovic a fait un match de merde. Non, attention, il faut savoir raison garder, c'est un joueur, on attend beaucoup de choses de lui, et forcément c'est le grand favori de ce tournoi. Il y a une chose qui a pas très bien fonctionné je trouve, ce sont le nombre de points remportés après sa deuxième balle. Il a remporté 41% de ses points, donc 13 sur 32, et en carrière il est à 55%. Et ça je trouve c'est une statistique très révélatrice de ce match et des difficultés aussi de Novak à l'échange, parce que quand vous servez une deuxième, eh bien le receveur a plus le temps, plus le loisir de pouvoir vous mettre une balle profonde, longue et d'engager l'échange, donc c'est à vous ensuite de faire des différences. C'est dur de faire des one-two punch dans ces conditions, et Novak qui a montré cet après-midi quelques carences, quelques lacunes. Alors est-ce que c'est pas trop facile aussi pour lui? Est-ce qu'il est pas parfois à 50%, 60% et il se dit ça va passer parce qu'il est incapable de pouvoir jouer à 100% tous les matchs? Le but de toute façon pour lui clairement ça va être d'être à fond sur les 2 derniers tours, en demi-finale et en finale. Là il s'est qualifié sans trop de soucis quand même, on va pas noircir le tableau. Novak Djokovic en tout cas toujours en course pour faire le Golden Slam. Et on enchaîne si vous le voulez bien avec le drame. Voilà, le maestro suisse est tombé à Wimbledon. Alors il faudra attendre 2022 éventuellement pour pouvoir remporter un 9e titre sur le gazon londonien. Est-ce qu'on peut se poser la question déjà en se demandant est-ce que Roger Federer pourra remporter un 21e Grand Chelem? Avec ce niveau de jeu ça paraît très compliqué. Là il a tenu avec un jeu un petit peu à la Kyrgios, c'est-à-dire en jouant la moitié des points pendant tout le tournoi. Là ça n'a pas suffi contre un très bon joueur, un très bon Hurkacz qui a développé un tennis offensif, conquérant, et il a fait au total 36 coups gagnants pour 12 fautes directes. C'est une superbe balance, il a posé des difficultés à Federer, et on va commencer par la première palette. Alors la première palette c'est la qualité des coups de Hubert Hurkacz, son shot making qui a été très pertinent. Il a réussi à déplacer Roger Federer dans la largeur, ce qui a forcé en fait le Suisse à défendre plutôt qu'à attaquer. Dès que en fait Federer avait une occasion, il se précipitait dessus, il sautait dessus comme un mort de faim, quitte aussi à faire des fautes directes assez flagrantes. Ici donc on voit Hubert Hurkacz qui enfonce Roger Federer avec ses coups très longs, très profonds, très puissants. C'est un joueur qui fait 1m96, qui a beaucoup d'amplitude, qui arrive à mettre beaucoup de précision et de force dans ses balles. Et donc là il a poussé Federer à défendre, il a mis le Suisse dans une position de difficulté, il a réussi à le faire du début à la fin, malgré clairement un public acquis à la cause du Suisse, mais en même temps c'est normal, c'est la légende, c'est l'icône mondiale du tennis. Hubert Hurkacz qui est resté fort dans la tête, qui est resté fort dans ses schémas et qui a tout à fait mérité sa victoire. On en parlait donc à l'instant, une seule opportunité, une seule tactique pour Federer, c'était le tout pour le tout, c'est-à-dire se jeter dans les balles, mettre des attaques dans tous les sens, mettre des brins, puis voir si ça passe, essayer de raccourcir les échanges au maximum. On l'a vu aussi se précipiter à la volée, on l'a vu essayer de terminer les points en 1 ou 2 coups de raquette, se débarrasser parfois de la balle. Il n'y avait pas forcément les jambes pour Federer sur cette rencontre. Alors attention, on a un break dans le deuxième set, il mène 3-0, on sent qu'il peut peut-être essayer de capitaliser sur un momentum vertueux, mais ça n'a pas suffi. Une fois que Hurkacz a repassé la tête sous l'eau, désolé, il faut que je dise Hurkacz pour les Polonais qui regardent ces vidéos, je suis désolé, c'est juste l'accent français, c'est comme ça. Donc Federer qui n'avait simplement qu'une seule tactique sur cette rencontre, et une fois que Hurkacz l'a neutralisé, eh bien c'était foutu. Troisième palette sur cette rencontre, et un autre point à mettre au crédit d'Hurkacz, parce que certes, voilà, Roger Federer a perdu, on va expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette défaite un peu plus tard dans la vidéo, mais il faut retenir aussi la grande performance d'Hurkacz, sa performance tactique, et notamment aussi ce talent de enfoncer le revers de Roger. On avait compris depuis le début du tournoi que c'était
surtout de ce côté-là qu'il était en difficulté, parce que ça demande une précision absolument phénoménale, hein, d'être bien placé et de frapper de toutes ses forces pour pouvoir envoyer des pépites comme ça long ligne, c'est difficile. Et clairement, le match, tactiquement, il a été bien bossé par le Polonais. Donc ici, par exemple, dans cette séquence, il enfonce 1, 2, 3 à 4 fois le revers de Roger avant de monter sur ce revers, de forcer un passing difficile de la part de Roger, toujours un peu sur le reculoir, toujours en fait à essayer de compenser avec un positionnement aléatoire, et ça, Hurkacz, encore une fois, tout le crédit lui revient. On a donc critiqué un peu durement les groupies de Roger. Il faudrait aussi, dans cette vidéo, je pense que c'est important d'insister sur la fin de quelque chose. Je voudrais pas manquer l'événement. Roger Federer là a montré que il avait bientôt 40 ans, que c'était difficile pour lui de performer à très haut niveau, d'être constant sur 7 matchs. C'est difficile forcément quand vous avez cet âge-là. On peut penser à Jimmy Connors en 91 à l'US Open qui avait fait un magnifique run jusqu'en demi-finale. Pour Roger, aujourd'hui, le tennis va tout simplement une demi-seconde trop vite, mais c'est normal, encore une fois, c'est l'âge. Alors il est capable de faire des grands matchs encore, on l'a vu contre Sonego, on l'a vu contre Cilic, également à Roland-Garros, et puis il y a ces jours sans, il y a les jours où les sensations sont moins bonnes, où ça bouge moins bien, que ce soit vers l'avant ou côté latéral, et là vous affrontez des Golgoth de 25 ans, de 24 ans, d'1m95 qui vous mettent dans des positions délicates, vous devez défendre, mais c'est déjà quand même assez exceptionnel d'avoir réussi un quart de finale sur ce Wimbledon. On espère revoir de la magie du côté de Federer aux Jeux Olympiques, il est inscrit, mais voilà, c'est toujours un petit peu triste de ne pas savoir exactement quand s'arrêter. Est-ce qu'on s'arrête comme Sampras à l'US Open en 2002, une victoire contre André Agassi, ou est-ce qu'on s'arrête de cette façon-là, c'est-à-dire peut-être en ne réussissant plus à gagner de titres à la hauteur de la légende du palmarès de Roger Federer. On espère encore revoir des grandes performances de la part du Suisse. C'est une légende, c'est une icône, on l'aime évidemment sur service volé, c'est un joueur qui a bercé n'importe quel fan de tennis. On est tous un petit peu tristes ce soir forcément de voir quelque chose comme ça, en tout cas je l'espère, même les anti-Federer ont pu ressentir un petit pincement, donc le meilleur pour Roger, on espère le revoir très vite en grande forme sur un court de tennis. Et on enchaîne avec la reco du jour. Demain, je précise, on se retrouvera pour mes pronostics détaillés des demi-finales de Wimbledon qui auront lieu ce vendredi, donc demain dans l'après-midi vous aurez une vidéo, une belle vidéo pour vous présenter ces demi-finales. D'ici là, j'ai une superbe recommandation à vous faire, c'est Le Crépuscule des Dieux. Alors c'est un documentaire qui était disponible sur YouTube, qui a été striké, j'imagine, par Roland Garros, parce qu'il y a des images de Roland Garros. Ça raconte Ivan Lendl, McEnroe, la rivalité dans les années 80, donc jetez-vous là-dessus, c'est un document exceptionnel. Je salue Bapt qui a retrouvé cette archive qui est disponible sur Facebook. Sinon, on se retrouve donc demain pour les pronostics pour le prochain digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.